Les commissaires de police constituent le corps de conception et de direction de la police nationale, laquelle est un corps technique supérieur à vocation interministérielle relevant du ministre de l'Intérieur. Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des doctrines d'emploi et de la direction des services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur les personnels affectés dans ces services. Ils participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance. Ils exercent les attributions de magistrats qui leur sont conférées par la loi. Ils sont dotés d'un uniforme. La rémunération en début de carrière est de l'ordre de 2 898 €. Jasselin marchait lentement le long d'une route qui conduisait à un bosquet de verre intense, anormal, où devaient probablement proliférer les serpents et les mouches, voire, dans le pire des cas, les scorpions et les tahons. Les scorpions n'étaient pas rares dans l'Yonne. Et certains s'aventuraient jusqu'aux limites du Loiret. Il l'avait lu sur Info Gendarmerie avant de devenir un excellent site qui ne mettait en ligne que des informations soigneusement vérifiées. En somme, à la campagne, contrairement aux apparences, on pouvait s'attendre à tout et fréquemment au pire, se dit tristement Jasselin. Le village en lui-même lui avait fait très mauvaise impression. Les maisons blanches aux bardeaux noirs d'une propreté impeccable, l'église impitoyablement restaurée, les panneaux d'information prétendument ludiques, tout donnait l'impression d'un décor, d'un village faux, reconstitué pour les besoins d'une série télévisée. Il n'avait du reste quasi aucun habitant. Dans un tel environnement, il pouvait être sûr que personne n'aurait rien vu, rien entendu. Le recueil des témoignages s'annonçait d'emblée comme une tâche presque impossible. Il revint cependant sur ses pas, plutôt par désœuvrement. Si je rencontre un être humain, un seul, se dit-il en une impulsion infantine, je réussirai à élucider ce meurtre. Il crut un instant à sa chance en apercevant un café, chez Lucie. La porte donnant sur la rue principale était ouverte. Il pressa le pas dans cette direction, mais au moment où il s'apprêtait à traverser, un bras féminin, Lucie elle-même, surgit dans l'embrasure, referma violemment la porte. Il entendit le verrou se fermer à double tour. Il aurait pu la forcer à ouvrir l'établissement, exiger son témoignage et disposer des pouvoirs de police nécessaires. La démarche lui parut prématurée. Ce serait de toute façon quelqu'un de l'équipe de Ferber qui s'en occuperait. Ferber lui-même excellait à recueillir les témoignages. Personne en le rencontrant n'avait l'impression d'avoir affaire à un flic, et même après qu'il avait montré sa carte, les gens l'oubliaient aussitôt. Il donnait plutôt l'impression d'être un psychologue ou un assistant en ethnologie, et se confiait à lui avec une facilité déconcertante. Juste à côté de chez Lucie, la rue Martin Heidegger descendait vers une partie du village qu'il n'avait pas encore explorée. Il l'emprunta, non sans méditer sur le pouvoir presque absolu qui était laissé au maire en matière de dénomination des rues de leur ville. Au coin de l'impasse Leibniz, il s'arrêta devant un tableau grotesque aux couleurs criardes peint à l'acrylique sur un panneau de fer blanc qui représentait un homme à la tête de canard aux vies démesurées. Son torse et ses jambes étaient recouverts d'une épaisse fourrure brune. Un panneau d'information lui apprit qu'il se trouvait en face du musée Rétique, dédié à l'art brut et aux productions picturales des déments de l'asile de Montargis. Son admiration pour l'inventivité de la municipalité s'accrut encore lorsque, parvenu sur la place Parménide, il découvrit un parking flambant neuf. Les traits de peinture blanc délimitant les emplacements ne devaient pas avoir plus d'une semaine, et il était doté d'un système de paiement électronique acceptant les cartes de crédit européennes et japonaises. Une seule voiture y stationnait pour l'instant, une Maserati Gran Turismo de couleur vert d'eau. Jasselin nota à tout hasard son numéro d'immatriculation. Dans le cadre d'une enquête, ainsi qu'il l'affirmait toujours à ses étudiants de Saint-Cyr au Mont-d'Or, il est fondamental de prendre des notes. À ce stade de son exposé, il sortait de sa poche son propre carnet de notes, un bloc Rhodia de modèle courant au format de 105 par 148 mm.
On ne devrait laisser passer aucune journée d'une enquête sans avoir pris au moins une note, insista-t-il, même si le fait noté vous apparaissait d'une totale absence d'importance. La suite de l'enquête devait presque toujours confirmer cette absence d'importance, mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel était de rester actif, de maintenir une activité intellectuelle minimale, car un policier complètement inactif se décourage et devient de ce fait incapable de réagir lorsque les faits importants commencent à se manifester. Curieusement, Jasselin formula ainsi, sans le savoir, des recommandations presque identiques à celles que devait donner Houellebecq au sujet de son métier d'écrivain, l'unique fois où il accepta d'animer un atelier de creative writing, à l'université de Louvain-la-Neuve, en avril 2011. En direction du sud, le village se terminait par le rond-point Emmanuel Kant, une création urbanistique pure, d'une grande sobriété esthétique, un simple cercle de macadam d'un gris parfait qui ne conduisait à rien, ne permettait d'accéder à aucune route, aux alentours duquel n'avait été bâtie aucune maison. Un peu plus loin coulait une rivière au débit lent. Le soleil dardait ses rayons de plus en plus intenses sur les prairies. Bordée de trembles, la rivière offrait un espace relativement ombragé. Jasselin suivit son cours sur un peu plus de 200 mètres avant d'être arrêté par un obstacle. Un large plan incliné de béton, dont la partie supérieure était au niveau du lit de la rivière, permettait d'alimenter une dérivation, un minime ruisseau qui était plutôt, il s'en rendit compte au bout de quelques mètres, une mare allongée. Il s'assit dans l'herbe épaisse, sur les bords de la mare. Bien entendu, il l'ignorait, mais cet endroit du monde où il se tenait assis, fatigué, victime de douleurs lombaires et d'une digestion qui devenait difficile avec les années, était l'endroit précis qui avait servi de théâtre au jeu de Houellebecq enfant, jeu solitaire le plus souvent. Dans son esprit, Houellebecq n'était guère qu'une affaire, une affaire qu'il pressentait pénible. Lors des meurtres de personnalité, l'attente d'élucidation du public est élevée. Sa propension à dénigrer le travail de la police et à railler son efficacité se manifeste au bout de quelques jours. La seule chose qui puisse vous arriver de pire était d'avoir sur les bras un meurtre d'enfant, ou pire encore un meurtre de bébé. Dans le cas des bébés, c'était affreux. Il aurait fallu qu'un meurtrier de bébé soit appréhendé immédiatement, avant même d'avoir tourné le coin de la rue. Un délai de 48 heures était déjà regardé comme inacceptable par le public. Il regarda sa montre, cela faisait plus d'une heure qu'il était parti, il se reprocha un instant d'avoir laissé Ferber seul. La surface de la mare était recouverte de lentilles d'eau. Sa couleur était opaque, malsaine. Lorsqu'il revint sur les lieux du crime, la température avait légèrement chuté. Il eut l'impression aussi que les mouches étaient moins nombreuses. Allongé dans l'herbe, son blouson roulé lui servant d'oreiller, Ferber était toujours plongé dans Aurélia. Il donnait maintenant l'impression d'avoir été invité à une partie de campagne. « Il est solide, ce garçon », se dit Jasselin pour la 20e fois sans doute depuis qu'il le connaissait. « Les gendarmes sont repartis » s'étonna-t-il. Quelqu'un est venu les prendre en charge. Des gens de la cellule d'assistance psychologique. Ils venaient de l'hôpital de Montargis. Déjà? Oui, ça m'a étonné moi aussi. Le travail de gendarme est devenu plus dur ces dernières années. Ils ont maintenant presque autant de suicides que chez nous. Mais il faut reconnaître que la prise en charge psychologique a fait de gros progrès. Comment tu sais ça? Les statistiques sur les suicides? Tu ne lis jamais le bulletin de liaison des forces de l'ordre? Non. Il s'assit pesamment dans l'herbe aux côtés de son collègue. Je ne lis pas assez en général. Les ombres commençaient à s'allonger entre les tilleuls. Jasselin reprenait espoir. Il avait presque oublié la matérialité du cadavre, à quelques mètres de là, lorsque la Peugeot Partner des TSC pila brutalement devant la barrière. Les deux hommes en sortirent aussitôt, avec un synchronisme parfait, vêtus de leur ridicule combinaison blanche qui faisait penser à une équipe de décontamination nucléaire. Jasselin détestait les techniciens de scène de crime de l'identité judiciaire. Leur manière de fonctionner en binôme dans leur petite voiture spécialement aménagée et bourrée d'appareils onéreux et incompréhensibles, leur mépris affiché de la hiérarchie de la crime. Mais à vrai dire, les gens de l'identité judiciaire ne cherchaient nullement à être aimés. Ils s'ingéniaient au contraire à se différencier autant que possible des policiers ordinaires, faisant preuve en toutes circonstances de la morgue insultante du technicien face aux profanes. Ceci sans doute afin de justifier l'inflation croissante de leur budget annuel.
Il est vrai que leur méthode avait progressé de manière spectaculaire, qu'ils réussissaient maintenant à prélever les empreintes ou les échantillons d'ADN dans des conditions inconcevables il y a encore quelques années. Mais en quoi pouvaient-ils être crédités de ces progrès? Ils auraient été bien incapables d'inventer ou même d'améliorer les appareillages qui leur permettaient d'obtenir ces résultats. Ils se contentaient de les utiliser, ce qui ne demandait aucune intelligence ni aucun talent particulier. Juste une formation technique appropriée qu'il aurait été plus efficace de donner directement aux policiers de terrain de la brigade criminelle. C'est du moins la thèse que Jacqueline défendait, régulièrement et jusque-là sans succès, dans les rapports annuels qu'il remettait à sa hiérarchie. Il n'avait d'ailleurs aucun espoir d'être écouté. La division des services était ancienne et établie. Il faisait surtout ça au fond pour se calmer les nerfs. Ferber s'était levé, élégant et affable, pour expliquer la situation aux deux hommes. Ils hochaient la tête avec une brièveté calculée pour montrer leur impatience et leur professionnalisme. À un moment donné, il le désigna, sans doute pour l'identifier comme le responsable de l'enquête. Ils ne répondirent rien, n'esquissèrent même pas un pas dans sa direction, se contentèrent d'enfiler leurs masques. Jacqueline n'avait jamais été spécialement tatillon sur les questions de préséance hiérarchique. Jamais il n'avait exigé une observance stricte des marques de déférence formelle qu'on lui devait en tant que commissaire. Personne ne pouvait dire ça, mais ces deux guignols commençaient à l'exaspérer. Accentuant la lourdeur naturelle de sa démarche, tel le vieux singe de la tribu, il se dirigea vers eux en soufflant avec bruit, attendit un salut qui ne vint pas avant d'annoncer « Je vous accompagne » d'un ton sans réplique. L'un des deux sursauta, évidemment, ils s'étaient habitués à faire leurs petites affaires bien tranquilles, investissant la scène de crime sans laisser personne d'autre s'approcher du périmètre, prenant leurs absurdes petites notes sur leurs terminaux de saisie portables. Mais que pouvaient-ils là objecter? Absolument rien. Et l'un des deux hommes lui tendit un masque. En l'enfilant, il reprit conscience de la réalité du crime, et plus encore en s'approchant de la bâtisse. Il les laissa prendre de l'avance, marcher quelques pas devant lui, et nota avec une vague satisfaction que les deux zombies s'arrêtaient sur place, interdits au moment d'entrer dans la maison. Il les rejoignit puis les dépassa, pénétra avec aisance dans la salle de séjour, incertain toutefois. « Je suis le corps vivant de la loi », se dit-il. La luminosité commençait à baisser. Ces masques de chirurgien étaient d'une efficacité étonnante. Les odeurs étaient presque entièrement stoppées. Derrière lui, il sentit plus qu'il n'entendit les deux techniciens de scène de crime qui, s'enhardissant, pénétraient à sa suite dans la salle de séjour, mais s'arrêtèrent lorsqu'aussitôt sur le seuil de la porte. « Je suis le corps de la loi, corps imparfait de la loi morale » se répéta-t-il un peu comme un mantra, avant d'accepter de regarder pleinement ce que ses yeux avaient déjà perçu. Un policier raisonne à partir du corps. C'est sa formation qui veut cela. Il est rompu à noter et à décrire la position du corps, les blessures infligées au corps, l'état de conservation du corps. Mais là, de corps à proprement parler, il n'y en avait pas. Il se retourna et vit derrière lui les deux techniciens de l'identité judiciaire qui commençaient à dodeliner et à osciller sur eux-mêmes. Exactement comme les gendarmes de Montargis. La tête de la victime était intacte, tranchée nette, posée sur un des fauteuils devant la cheminée. Une petite flaque de sang s'était formée sur le velours vert sombre. Lui faisant face sur le canapé, la tête d'un chien noir, de grande taille, avait elle aussi été tranchée nette. Le reste était un massacre, un carnage insensé, des lambeaux, des lanières de chair éparpillées à même le sol. Ni la tête de l'homme ni celle du chien n'étaient pourtant immobilisées dans une expression d'horreur, mais plutôt d'incrédulité et de colère. Au milieu des lambeaux de viande humaine et canines mêlées, un passage intact de 50 cm de large conduisait jusqu'à la cheminée emplie d'ossements auxquels adhéraient encore des restes de chair. Jacqueline s'y engagea avec précaution, songeant que c'était probablement le meurtrier qui avait aménagé ce passage, et se retourna. Dos à la cheminée, il jeta un regard circulaire sur la salle de séjour, qui pouvait faire à peu près 60 mètres carrés. Toute la surface de la moquette était constellée de coulures de sang, qui formaient par endroits des arabesques complexes. Les lambeaux de chair eux-mêmes, d'un rouge qui virait par place au noirâtre,
ne semblait pas disposé au hasard, mais suivant des motifs difficiles à décrypter. Il avait l'impression d'être en présence d'un puzzle. Aucune trace de pas n'était visible. Le meurtrier avait procédé avec méthode, découpant d'abord les lambeaux de chair qu'il souhaitait disposer au coin de la pièce, revenant peu à peu vers le centre tout en laissant libre un chemin vers la sortie. Il allait falloir s'aider de photos, essayer de reconstituer le dessin de l'ensemble. Jasselin jeta un regard aux deux techniciens de l'identité judiciaire. L'un d'entre eux continuait à osciller sur place comme un demeuré. L'autre, dans un effort de reprise de contrôle, avait sorti un appareil photo à dos numérique de sa sacoche et le balançait à bout de bras, mais ne semblait cependant pas encore en mesure de déclencher. Jasselin ouvrit son portable. « Christian, c'est Jean-Pierre. J'ai un service à te demander. »« Je t'écoute. Il faudrait que tu viennes chercher les deux mecs de l'identité judiciaire. Déjà, pour l'instant, ils sont HS. En plus, il y a un truc spécial avec les photos sur cette affaire. Il ne faut pas qu'ils fassent comme d'habitude. Des gros plans uniquement. J'ai besoin de vues d'ensemble de zones de la pièce. Et si possible, de la pièce entière. Mais on ne peut pas les briefer tout de suite. Il faut attendre qu'ils se reprennent un peu. »« Je m'en occupe. Au fait, l'équipe arrive bientôt. Ils m'ont appelé de la sortie de Montargis. Ils seront là dans 10 minutes. » Il raccrocha, pensif. Ce garçon continuait à l'étonner. Son équipe arrivait au complet quelques heures après les fêtes et probablement à bord de véhicules personnels. Ses apparences éthérées, évanescentes étaient décidément trompeuses. Il avait de l'autorité sur son équipe. C'était sans doute le meilleur chef de groupe qu'il ait jamais eu sous ses ordres. 2 minutes plus tard, il le vit qui entrait discrètement au fond de la pièce, qui tapotait sur l'épaule des deux techniciens de l'identité judiciaire pour les entraîner courtoisement vers la sortie. Jasselin était tout près de sa fin de carrière, à peine plus d'1 an, qui pouvait peut-être prolonger jusqu'à 2 ou 3, au grand maximum 4. Il savait implicitement, et lors de leurs entretiens bimensuels, son divisionnaire allait parfois jusqu'à l'explicite, que ce qu'on attendait de lui maintenant n'était plus essentiellement de résoudre des affaires, mais plutôt de désigner des successeurs, de coopter ceux qui devraient après lui les résoudre. Ferber et les deux TSC sortirent. Il se retrouva seul dans la pièce. La luminosité baissait encore, mais il n'avait pas envie d'allumer. Il sentait, sans pouvoir se l'expliquer, que le meurtre avait été commis en plein jour. Le silence était presque irréel. D'où lui venait la sensation qu'il y avait dans cette affaire quelque chose qui le concernait tout particulièrement, à titre personnel. Il considéra une nouvelle fois le complexe motif composé par les lambeaux de chair répartis sur le sol du salon. Ce qu'il ressentait était moins du dégoût qu'une sorte de pitié générale pour la terre entière, pour l'humanité qui peut, en son sein, donner naissance à tant d'horreurs. À vrai dire, il s'étonnait un peu de parvenir à supporter ce spectacle qui avait révulsé jusqu'aux techniciens de l'identité judiciaire, pourtant aguerris au pire. 1 an auparavant, sentant qu'il commençait à éprouver les difficultés à supporter les scènes de crime, il s'était rendu au centre bouddhiste de Vincennes pour leur demander s'il était possible d'y pratiquer à Suba, la méditation sur le cadavre. Le lama de garde avait d'abord tenté de le dissuader. Cette méditation, avait-il estimé, était difficile, non adaptée à la mentalité occidentale. Lorsqu'il lui avait appris sa profession, il s'était ravisé, avait demandé à réfléchir. Quelques jours plus tard, il lui téléphona pour lui dire que oui, dans son cas particulier, Asuba pouvait sans doute être appropriée. On ne la pratiquait pas en Europe, où elle était incompatible avec les normes sanitaires. Mais il pouvait lui donner l'adresse d'un monastère sri-lankais qui recevait parfois les Occidentaux. Il y avait consacré 2 semaines de vacances, après avoir, cela avait été le plus difficile, trouvé une compagnie aérienne qui acceptait de transporter son chien. Chaque matin, tandis que sa femme allait à la plage, il se rendait sur un charnier où l'on déposait les morts récents, sans précaution contre les prédateurs ni les insectes. Il avait ainsi pu, concentrant au maximum ses facultés mentales en essayant de suivre les préceptes énoncés par Bouddha dans le sermon sur l'établissement de l'attention, observer attentivement le cadavre blême, observer attentivement le cadavre suppurant, observer attentivement le cadavre démembré, observer attentivement le cadavre mangé par les vers. À chaque stade, il devait se répéter à 48 reprises. Ceci est mon destin.
le destin de l'humanité entière. Je ne peux y échapper. Il s'en rendait compte à présent, Asuba avait été un succès total, au point qu'il l'aurait sans hésiter recommandé à n'importe quel policier. Il n'était pas pourtant devenu bouddhiste, et même si ses sentiments de répulsion instinctive à la vue du cadavre avaient été réduits dans des proportions notables, il ressentait encore de la haine pour le meurtrier. De la haine et de la peur. Il souhaitait voir le meurtrier anéanti, éradiqué de la surface du globe. En passant la porte, enveloppée par les rayons du soleil couchant qui illuminaient la prairie, il se réjouit de la persistance en lui de cette haine nécessaire, pensait-il, à un travail policier efficace. La motivation rationnelle, celle de la recherche de la vérité, ne suffisait en général pas. Elle était pourtant en l'occurrence inhabituellement forte. Il se sentait en présence d'un esprit complexe, monstrueux mais rationnel, d'un schizophrène probablement. Il allait falloir, dès leur retour à Paris, consulter les fichiers de serial killers et probablement demander la communication de fichiers étrangers. Il n'avait pas le souvenir qu'une telle affaire ait jamais eu lieu en France. Au moment où il ressortait de la maison qu'il vit Ferber, au milieu de son équipe, qui leur donnait ses directives. Perdu dans ses pensées, il n'avait pas entendu les voitures arriver. Il y avait aussi un grand type en costume-cravate qu'il ne connaissait pas, probablement le substitut du procureur de Montargis. Il attendit que Ferber ait fini de répartir les tâches pour expliquer ce qu'il voulait. Des photos générales de la scène de crime, des plans larges. « Je rentre à Paris », annonça-t-il ensuite. « Tu m'accompagnes, Christian ?»« Oui, je crois que tout est en place. On fait une réunion demain matin ?»« Pas trop tôt. Vers midi, ça ira. » Ils savaient qu'ils allaient devoir travailler tard.